Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Lidevores. On se retrouve pour notre dernier menu crowdfunding de l'année 2022, puisque comme je vous l'ai dit récemment, le mois de décembre en général est assez peu riche, assez peu intéressant en termes de projets sur Kickstarter, GameFund et compagnie. Donc du coup, on va se permettre de faire une petite impasse sur les 2-3 dernières semaines de décembre qui seront donc du coup assez vides de toute manière. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne en rapport avec Kickstarter, on verra à l'avenir, mais il y aura certainement du contenu de toute manière. Vous allez voir de toute façon, cette semaine est très légère. Il y aura, je crois, 4 ou 5 projets uniquement, dont un qui aurait potentiellement dû être présenté la semaine dernière, mais qui avait lancé sa campagne le dimanche. Or, j'enregistre samedi soir en général, donc je n'avais pas pu le présenter. Donc voilà, reste à voir si cette semaine on aura donc des projets qui nous mettront la tulipe à 90 degrés une dernière fois pour cette année de 2022. En attendant, on peut aller voir sur la chaîne, voilà le petit point hebdomadaire avec les 1560 abonnés. On a toujours pour objectif d'aller chercher les 1600 avant la fin de l'année, mais j'y crois pas des masses. La fin d'année est généralement assez tranquille sur YouTube, donc je pense pas qu'on aille les chercher, mais bon, c'est un objectif comme un autre. Ensuite, pour ce qui est du sondage de la semaine, je le rappelle, chaque semaine en description de la vidéo, vous avez un lien pour aller voter pour le ou les jeux qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Vous le voyez, pour cette semaine, il y avait très peu de projets, ils étaient au nombre de 4, et c'est Megalomania qui l'emporte avec 18 voix cette semaine, un projet qui nous vient de Géorgie, qui plus est, c'est pas très fréquent, mais disponible en version francophone, c'est peut-être aussi par cette raison qu'il a pu trouver 18 voix quand même parmi les spectateurs de la chaîne, 15 voix également pour Soul Last Days of a Star, qui a l'air plutôt intéressant d'ailleurs, 14 voix pour Pole Position. J'ai un petit faible pour les jeux de course depuis Flamme Rouge, est-ce qu'il sera aussi bon? C'est loin d'être garanti, mais il a l'air d'être pas dégueulasse. Arabella, un 18XX comme vous pouvez le voir ici, donc c'est ces fameux jeux de construction de lignes ferroviaires, mais en roll and ride pour celui-ci, avec un chaton, allez savoir pourquoi. 7 voix, et puis pour le reste, rien pour moi cette semaine, mais vive les tulipes avec quand même 6 voix, donc bon, je pense que ça c'était assez prévisible, on est sur une semaine très légère, et il y a quand même pas mal de projets qui n'ont pas fait vibrer grand monde, on va dire. Et du coup, pas de lien dans la description de cette semaine pour ce qui est d'un prochain sondage, puisque pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on n'aura pas d'émission la semaine prochaine, ni la suivante non plus. Du coup, on va pouvoir commencer directement avec les mentions honorables, et c'est tout, parce qu'il n'y aura pas de gros projets cette semaine, mais uniquement, exclusivement, des mentions honorables. On commence tout de suite avec la nouvelle campagne de Button Shy Games. Vous les connaissez dorénavant en France également grâce à Matago, c'est la ligne des micro games, si je me souviens bien du nom de la ligne, de la gamme. Il s'agit ici de Numsters qui devrait du coup avoir une version francophone quelques mois après sa sortie en version anglophone, mais comme toujours avec Button Shy Games, pas de version francophone, italophone, hispanophone, quoi que ce soit, pour ce qui est de la campagne. Donc ce sera une campagne exclusivement en anglais pour Numsters, mais vous devrez pouvoir le trouver en version française, donc assez rapidement une fois que le jeu sera sorti, quelques mois après le Kickstarter j'imagine. Numsters, c'est leur premier jeu avec un portefeuille rose, on s'en fout complètement, mais ils le disent eux-mêmes, donc bon, je le souligne malgré tout. C'est un jeu qui nous vient de Milan Zivkovic, qui est l'un des auteurs maison, enfin il fait peut-être pas exclusivement des jeux pour Button Shy Games, mais il en fait quelques-uns. Il avait fait notamment Rove en solo exclusivement, dont on avait vu une campagne d'ailleurs il y a 6 mois maximum je pense sur Kickstarter, qui a fait un très beau résultat d'ailleurs. On peut d'ailleurs aller vérifier rapidement ici, parce que c'était déjà chez Button Shy Games. Rove, c'était il y a 5 campagnes, et ça avait fait 3460 contributeurs. C'est aussi lui qui se trouvait, enfin, il était à deux dessus, mais c'est lui aussi qui avait co-conçu Battlecrest, qui avait fait 3500 également. Donc c'est pas un nouveau pour la maison Button Shy Games, si je puis dire. Et cette fois-ci, on est sur un jeu purement solo, exclusivement solo, avec des chiffres. En fait, simplement, on va chercher à faire manger des chiffres par d'autres chiffres en les intercalant aux deux extrémités de la carte 8 que vous voyez ici. Et si la carte 8, le 8 pardon, se retrouve tout au début de la pile que vous voyez ici, en fait, avec le 2 ici, mais si c'est le 8 qui passe devant, eh bien le 8 va vous bouffer, vous, et vous serez donc game over. Donc c'est une sorte de petit puzzle logique, on va dire, et mathématique, sachant que en plus du placement des cartes, puisque vous allez être amené à les déplacer lorsque vous piochez une nouvelle carte, vous allez potentiellement en interchanger, ça veut rien dire, en échanger deux en termes de position, ou aussi appliquer éventuellement le pouvoir de la première carte qui se trouve ici par exemple. Par exemple, le numéro 2 vous dit Even Numsters
may eat single-digit numster. Donc les numsters pairs peuvent manger les numsters qui n'ont qu'une seule unité, donc qui ne dépassent pas le 9, quoi, en gros, etc. Donc chacune des cartes aura aussi sa propre spécificité, son propre pouvoir, et donc à terme, une fois que vous aurez épuisé le paquet, si vous vous retrouvez avec uniquement 2 cartes, parmi les deux, il y a le 8, et bien à ce moment-là, vous l'aurez emporté. Et si le 8 atteint le devant de la pile, vous aurez perdu. Voilà, c'est un petit puzzle logique. Je ne suis pas très fan de la thématique, j'allais dire, mais du manque de thème en fait, et de la direction artistique que je trouve un petit peu trop enfantine, mais bon, après tout, ça n'en fait pas spécialement un mauvais jeu, pour autant, bien évidemment. Comme d'habitude, pour ce qui est des prix, c'est toujours 12$ pour Numsters. Quasiment tous les Button Shy Games sont à ce prix-là. Vous pouvez aussi l'avoir pour un peu moins cher à 3$ en PNP, donc en Print and Play pour ceux que ça intéresse, qui voudraient se faire une première opinion avant de potentiellement l'acheter chez Matago lorsqu'il arrivera, s'il arrive. Je pense que ça ce sera le cas de toute façon. Et puis aussi, vous pouvez prendre des add-ons sous la forme d'autres jeux de Button Shy Games qui sont détaillés un peu plus bas si je me souviens bien. Rove, Battlecrest et également Wild Tales, les précédents jeux de Milan Zivkovic pour Button Shy Games. Et ma foi, c'est à peu près tout. Et pour ce qui est des frais de port, c'est ici que ça se passe. Pour l'Union Européenne, 16$, jusqu'à 26$ si vous achetez des jeux supplémentaires de la même gamme de Button Shy Games. Comme à l'accoutumée, je le répète à chaque fois pour ceux qui seraient éventuellement nouveaux sur la chaîne, auquel cas, bienvenue. Pour ce qui est des jeux de Button Shy Games, vous l'avez vu, c'est 12$ pour le jeu, mais c'est 16$ de frais de port, donc c'est vraiment totalement inintéressant, à moins d'aller chercher 3-4 autres jeux de la même compagnie, auquel cas vous pourriez amortir un petit peu les frais de port en ajoutant certains autres jeux, mais vous aurez aussi la TVA par-dessus. Donc du coup, comme depuis quelques mois, on a désormais des versions francophones grâce à Matago avec sa gamme des micro-games, eh bien ce serait plutôt logique pour vous d'attendre la sortie de Numsters en boutique, en VF, si c'est prévu. Je pense que ce sera le cas, vraisemblablement, mais en tout cas, il vaut mieux attendre plutôt que de se jeter sur le Kickstarter pour l'instant. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, 830 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, on est toujours sur des campagnes très courtes du côté de chez Button Shy Games, et 10 000€ d'engrangés. Voilà pour Numsters. Le voilà, le projet que vous aviez choisi cette semaine, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'utilise le plus que parfait, que vous avez choisi cette semaine avec 18 voix en tête du sondage de la semaine. Il s'agit de Megalomania, un projet de jeu en jeu de pli, disons, on va dire, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties relativement longues pour un jeu de pli, 30 à 45 minutes, 16 ans et plus. Bon, ça peut se jouer largement avant, à mon avis, et disposant également d'une version francophone, donc ça c'est la bonne nouvelle, et c'est aussi ce qui explique le fort intérêt, pour les spectateurs de la chaîne en tout cas, pour Megalomania, qui nous vient donc de Géorgie, et de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. C'est assez rare pour être souligné, ça nous vient de BG Era Games, qui avait déjà proposé un projet sur Kickstarter il y a quelques années. En 2019, c'était Gorgosali Battle Royale, et ça avait été annulé. D'ailleurs, ils ont fait une vidéo pour Megalomania, qui se trouve donc ici en page d'accueil, dans laquelle ils présentent justement le parcours qui les a menés à la création de Gorgosali Battle Royale, et leur annulation malgré tous les espoirs qu'ils avaient fondés dans ce jeu, et ils expliquent comment ils sont un petit peu renés de leurs cendres, si je puis dire, et pour revenir donc avec Megalomania, qui est un jeu peut-être un petit peu plus léger, c'est un jeu de pli, donc beaucoup moins complexe que leur précédente mouture proposée et pas abouti malheureusement, et donc ils sont revenus avec un projet qui est, semble-t-il, un peu plus intéressant, ceci dit, puisque on a apparemment plus de backers qui se sont massés sur le projet. Enfin, massé, c'est un bien grand mot, on est quand même pas sur un énorme succès, on est à 130 contributeurs, donc on va quand même pas dire que c'est un jeu qui a fait parler la poudre, pour autant, à 7 jours de la fin de la campagne, encore une fois une campagne très courte d'ailleurs, mais bon, en tout cas pour l'instant c'est financé avec 5 555€ tout rond. Donc c'est financé, et en plus de ça c'est disponible en français, donc il y a quand même suffisamment de raisons pour s'y intéresser, d'autant plus que c'est un jeu de pli certes, donc un mécanisme vu, revu et re-revu, poncé jusqu'à l'extrême, mais cette fois-ci avec quelques petits ajouts, parce qu'on a aussi un petit peu de gestion de ressources, et puis on a également quelques petites actions uniques, et même également des missions à aller remplir pour gagner un maximum de points, et également d'ailleurs notez que les cartes les plus faibles en termes de valeur
peuvent tout à fait l'emporter sur les cartes les plus fortes en réalité, l'empereur dans le cas présent, face à un paysan si je me souviens bien, via certaines actions uniques, via certains pouvoirs uniques, etc. Donc c'est un jeu qui, au-delà, enfin sous couvert d'un jeu de pli relativement classique traditionnel, apporte pas mal de nouveautés vraisemblablement. Là-dessus je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, parce que je ne suis pas un très grand connaisseur de jeux de pli, comme vous le savez certainement si vous suivez la chaîne depuis suffisamment longtemps. Pour ceux qui s'intéressent au jeu et qui voudraient en savoir un petit peu plus, je vous recommande bien évidemment la vidéo de l'école du jeu qui vous présentera les règles de Megalomania en détail et qui vous donnera son avis aussi sur le jeu. Ensuite, pour ce qui est des différents niveaux de pledge, on va aller voir ça tout de suite. Ça se trouve ici, voilà, le core pledge, donc le pledge de base, vous coûtera 29$, donc prix relativement abordable. En même temps, c'est un jeu qui se compose exclusivement de cartes, quelques petites gemmes par-ci par-là en plastique, mais rien de très extravagant. Ensuite, vous avez aussi une Dark Edition, donc une version sombre, on va dire, qui va quasiment faire doubler le prix. On passe de 29 à 49, donc arrondissant à 50$ quand même. Pour un jeu de pli, c'est un petit peu cher, mais il y a quelques petits éléments de deluxification. On aura donc des cartes en plastique, en PVC, un petit peu à la Radlands par exemple, ou encore plus récemment en VF, mais plus anciennement en réalité en VO, pour Too Many Bones par exemple. Donc ça c'est un gros plus en termes de deluxification, et puis également en termes de durabilité. On aura aussi plus de missions avec des Dark Missions qui viendront s'ajouter à celles déjà présentes dans le jeu d'origine. On aura également une carte de prédiction d'oracle, je ne sais pas très bien à quoi elle servira, mais elle sera exclusive à Kickstarter. On aura des cubes de métal, 2 apparemment, et puis on aura aussi des cristaux en version, disons, noire, contrairement au jeu de base où c'était bleu transparent, je crois, mais voilà, c'est ça ici. Mais bon, ça en soi, c'est pas diablement intéressant, c'est pas des ajouts véritablement essentiels, même si ici on dit Dark Crystals. Est-ce que c'est uniquement la couleur qui a changé, ou est-ce qu'il y a vraiment des ajouts via les missions, via cette carte de prédiction, je ne sais pas. Ensuite, il y a un group pledge, j'aurais pu dire group pledge en français, ça aurait été plus rapide. Quoi qu'il en soit, 74$ pour éventuellement amortir un petit peu sur les frais de port. Vous pourrez avoir une Dark et une Core Box, donc une édition de chaque, on va dire, pour 74$. Donc c'est l'occasion d'aller amortir un petit peu sur les frais de port, et puis aussi un petit peu, j'imagine, sur le jeu lui-même, puisque on était sur du 50 et 30, ça ferait donc 80. Ouais, donc ça, vous pouvez économiser un petit peu d'argent, ou à 4-5$ maximum, c'est pas très intéressant au demeurant. Ensuite, pour ce qui est du shipping, donc les frais de port pour le Canada, c'est 14,14,21. Pour l'Europe, 14,14,24. Donc évidemment, je pense que c'est aussi là que le bas blesse un petit peu. Pour un jeu qui coûte 29$, avoir 14€ de frais de port, c'est un petit peu cher. C'est la moitié du prix du jeu. En même temps, c'est pas les seuls. En fait, quand on a des jeux à 80$ et qu'on a 30€ de frais de port, c'est un petit peu moins de la moitié certes, mais c'est moins choquant parce que l'écart semble plus grand en réalité. Mais quand c'est des jeux relativement bas prix, c'est vrai que quand on paye la moitié du prix du jeu en frais de port, ça fait un peu mal mentalement parlant, disons. Pour l'Europe, donc 14,14,24, je disais, et puis pour nous, dans le reste du monde, du coup, 14 à 90. Là, ça va du simple à l'octuple, je sais pas si ça se dit octuple, septuple, oui, ça devrait se dire. Du coup, c'est pas très intéressant pour nous, à moins qu'on puisse trouver notre pays là-dedans et que ce soit dans une fourchette relativement basse, mais j'en doute un petit peu. Pour ce qui est de la timeline, le jeu devrait potentiellement vous parvenir d'ici septembre 2023. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Megalomania. Sachez également, j'ai oublié de le préciser, mais c'était noté un peu plus haut dans la campagne, que vous pouvez le tester désormais sur Board Game Arena, si je me souviens bien. Voilà, c'est ici. Vous pouvez l'essayer sur Board Game Arena. Donc l'occasion est belle, pour tous ceux qui s'intéressent au jeu, d'aller le tester d'abord sur BGA, avant ensuite de conclure ça par un pledge éventuellement. Voilà pour Megalomania, votre choix de la semaine. Celui-ci, pour le coup, se terminera en janvier 2023. Il s'agit de Sol Last Days of a Star, au pluriel, qui est en fait un jeu qui était déjà paru sur Kickstarter en 2016, si je ne me trompe pas. On va aller checker, j'avais checké tout à l'heure. La première campagne de Sol Last Days of the Star, c'était, oui, 2016, juin 2016 à l'époque. Ça fait déjà 6 ans que Sol est sorti, et c'est d'ailleurs le seul projet à ce jour de Elephant Laboratories. Et donc ils nous reviennent cette fois-ci avec une réimpression du jeu qui est complètement hors de stock depuis la sortie en fait du jeu simplement. Et cette fois-ci accompagné également d'un insert en bois que vous voyez ici, qui est plutôt classe d'ailleurs. Et pour ceux qui éventuellement s'étaient intéressés au jeu mais qui ne l'avaient pas backé à l'époque, ou qui l'avaient trouvé quelques années après sa sortie mais qui étaient intéressés, c'est l'occasion ou jamais de se lancer sur Sol
qui pour l'instant, vous le voyez, fait un très joli début de campagne, vu la campagne, enfin, vu la période que l'on est en train de traverser. Décembre, c'est pas un mois très porteur, comme j'ai dit tout à l'heure, et du coup, 1216 contributeurs en l'espace de 3-4 jours, c'est plutôt très très bon. 106 000 euros d'engrangés, donc on est largement financé à 24 jours de la fin de la campagne. C'est un jeu avec une très jolie direction artistique, je trouve. Alors certes, peut-être pas aussi dément en termes de production, de matériel, que peuvent l'être d'autres jeux sur Kickstarter, mais pour un petit éditeur maison qui a fait 2 projets, et en fait c'est 2 fois le même jeu, on peut se dire quand même c'est un joli boulot visuellement, ça présente plutôt bien. Et c'est un jeu dans lequel en fait vous êtes placé dans un univers un petit peu alternatif, disons, dans une galaxie lointaine, où vous allez en fait devoir quitter votre système solaire parce que, à force de pomper justement l'énergie solaire, parce que vous avez développé une sorte de technologie qui vous permet d'aller extraire l'énergie solaire, vous vivez une sorte d'utopie jusqu'à ce que le soleil en question se porte trop mal et que vous ne puissiez plus simplement survivre très longtemps puisqu'il s'apprête à s'éteindre ou à faire une sorte de supernova. Et donc il faut se barrer en vitesse. Sauf que pour se barrer, eh bien, chacun des 5 représentants de la planète en question va créer un vaisseau, une sorte d'arche de Noé en gros, pour s'échapper de ce système solaire avant que le cataclysme ne s'arrive, en fait, ne se déroule. Et donc pour ce faire, la seule solution, ce sera d'aller pomper encore plus sur cette étoile que l'on a pourtant déjà bien mis à mal. Donc il y a une sorte de réflexion quasiment philosophique sur le sujet, qui est pas inintéressant non plus, même si au final ça reste un jeu euro relativement classique dans certains de ses mécanismes, mais qui a aussi certaines spécificités qui le rendent assez intéressant. Et donc en termes d'ajout, on a aussi ce bel insert en bois pour ranger le tout un peu plus efficacement et de manière un peu plus ergonomique. Pour ce qui est de Soul, alors le mythos, enfin c'est le background, l'histoire qui se trouve derrière, je l'ai déjà un petit peu résumé tout à l'heure. Là, vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner sur la table, avec le plateau central ici, un plateau annexe à côté, et puis ensuite on aura aussi des plateaux, de zones de jeu un peu plus individuelles. Et en termes de philosophie, c'est un jeu qui va aussi proposer pas mal d'interactions, mais des interactions qui seront essentiellement positives. Vous allez vous aider les uns entre les autres, même si au final il n'y aura qu'un seul vainqueur. Sauf si vous jouez à la version coop, il y a aussi une version coop dans le jeu. C'est d'ailleurs un jeu pour 1 à 5 joueurs pour des parties de 45 à 90 minutes, et comme je disais tout à l'heure, donc les interactions seront plutôt positives. Vous allez par exemple bâtir des infrastructures dont les autres pourront profiter, mais s'ils en profitent, ils vous fourniront aussi un bonus en contrepartie, et ainsi de suite. Alors, en cela, ils nous disent que c'est vraiment original et assez unique. Ça l'était peut-être un peu plus lorsque Sol était sorti en 2016, ou 2017 certainement, mais ça l'est un petit peu moins aujourd'hui. C'est toujours présenté comme quelque chose d'assez innovant et novateur. C'est plus tellement le cas aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de jeux qui proposent ce genre de choses-là. Notamment, par exemple, on avait vu récemment Flamecraft, avec un jeu bien moins complexe certes, mais qui propose ce genre d'interaction plutôt positive, disons. Là, c'est le contenu du jeu, vous voyez, c'est plutôt joli, c'est relativement sobre également, mais c'est plutôt joli. Ensuite, les différentes miniatures qu'on aura aussi, avec un petit aperçu en photo ici, avec pour chacune des miniatures d'ailleurs, un vaisseau différent pour chacune des civilisations, pour chacune des nations qui cherchent à s'échapper. Le petit plateau annexe, disons, avec les spirales d'instabilité, parce que vous allez pouvoir avoir des événements qui vont changer le cours du jeu en cours de partie, ça c'est relativement intéressant également, et puis un petit livret de mythos pour raconter un petit peu comment cette civilisation en est parvenue là, et comment ils pourront s'en dépatouiller, on va dire. Voilà pour ce qui est de Soul. Le prix n'est affiché nulle part si je ne me trompe pas, donc du coup on va devoir aller checker directement sur la barre de droite. Alors que je trouve ici une review par Cole Worley, donc le designer de Pax Pamir ou de Root entre autres, qui a fait une review lui-même sur Soul, donc c'est relativement intéressant, j'irai peut-être checker d'ailleurs. Pour ce qui est donc des pledges, on a un pledge à 25$, ça c'est pour ceux qui auraient déjà le jeu et qui voudraient uniquement l'insert en bois. Ensuite, on a le pledge de Soul Last Days of the Stars sans l'insert en bois pour 65$. Et puis ensuite, on a l'espèce de petit all-in à 85$ pour le jeu de base, enfin le jeu en gros, plus son insert en bois à 85$, soit 81€ selon le taux de change actuel. Ensuite, vous pouvez aussi faire des petits pledges groupés à 4 copies du jeu de base ou 4 copies du jeu plus insert en bois. C'est l'occasion d'amortir un petit peu sur les frais de port, bien évidemment. D'ailleurs, en parlant de frais de port, c'est là que ça se passe. Pour l'Union Européenne, 25, 35, 40, 85, 110. Et là, c'est vrai que ça pique, c'est méchamment, faut être tout à fait honnête. 35€ de frais de port pour le jeu. 40 si on prend le jeu plus l'insert. Et d'ailleurs, si vous avez le jeu mais pas l'insert c'est carrément pas intéressant. C'est 25€ le jeu, enfin pas le jeu mais l'insert, et 25$, pardon, de frais de port. Donc là c'est vraiment pas intéressant. Par contre, bon, si vous voulez le jeu plus l'insert, ça peut,
Ça reste très très cher en termes de frais de port pour l'Union Européenne, soyons honnêtes, mais bon, moi disons que c'est la moitié du prix comme tout à l'heure, mais bon, ça fait mal. Pour le Canada, c'est un peu moins cher, c'est du 20 dollars de frais de port pour le jeu plus l'insert, 12-17 si vous prenez les autres niveaux de pledge, et puis pour nous dans le reste du monde, ça va osciller entre 45 et 135 dollars de frais de port, ce qui est quand même particulièrement chéros. Sans oublier la potentielle TVA à ajouter par-dessus, mais là-dessus je suis pas très sûr, j'ai pas vu de mention faite à ce propos. Voilà pour ce qui est de Soul Last Days of a Star, 1207 contributeurs pour l'instant, joli début de campagne, 24 jours avant la fin de cette dernière, et 106 000 € d'engrangés. Sans doute le projet qui personnellement m'intéresse le plus, Pole Position, The Ultimate Racing Game, un jeu de F1. Récemment on en a reçu un d'ailleurs ici chez les Ludovores, on l'a pas encore mentionné sur la chaîne parce qu'on l'a reçu il y a une semaine et qu'on l'a pas encore testé en multijoueur. Je l'ai testé cette semaine en solo. Bon, vous vous en doutez, on en parle pas mal ces derniers temps, mais le voici, gros mastodonte, Heat. Le nouveau jeu de l'auteur de Flamme Rouge, on adore Flamme Rouge donc il y a des fortes chances qu'on aime beaucoup Heat également, on verra bien ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, Pole Position c'est le second projet de Do It Games, un petit éditeur espagnol à qui l'on doit un jeu radicalement différent de Pole Position. La dernière fois qu'ils avaient fait un truc, c'était Downfall Empires et Downfall of the Third Reich. Donc deux jeux de guerre, ou en tout cas sur une thématique de guerre, donc aucun rapport, c'était beaucoup plus historique que ne l'est Pole Position, qui se veut être un jeu de simulation de F1 plutôt moderne et contemporaine. Pour l'instant, ça a attiré 265 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne. Le projet est financé, comme vous pouvez le voir ici, avec 28 000 € d'engrangés sur 20 000 nécessaires. Et ça présente plutôt pas mal, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, apparemment pas de mode solo pour l'instant, et ça c'est quand même un petit peu dommage, parce que pour les jeux de course c'est quand même un truc qui est vraiment sympa, de pouvoir y jouer en solo, qui plus est quand un jeu propose un championnat, comme c'est le cas ici, dans Flamme Rouge, dans Heat par exemple. Là pour le coup ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas pas dans cette version de base. Pour 60 minutes la partie, je l'ai dit très rapidement, j'ai dit 60 minutes la partie, 60 minutes la partie, 14 ans et plus. Vous avez ici une petite présentation du jeu de base, il y aura uniquement 2 circuits, et ça je crois que c'est un petit peu léger pour être tout à fait net. Je comprends la volonté de se faire un petit peu plus de marge en ajoutant des extensions avec des circuits supplémentaires, ça ok, mais partir sur uniquement 2 si je ne me trompe pas, ou 4, je sais plus, ça me semble quand même très léger. D'ailleurs c'est le reproche que je ferais pour l'instant à Heat, n'avoir que 4 circuits, ça me semble un petit peu léger pour être tout à fait honnête. Mais bon, quoi qu'il en soit, le jeu de base avec ici le circuit de Grande-Bretagne et de l'autre côté je crois que c'est les États-Unis me semble-t-il. Donc le What's in the Box, c'est ça je crois, Double-Sided Board, c'est ça, ouais, l'US et le Great Britain, donc les États-Unis et la Grande-Bretagne, et c'est tout en termes de course, c'est quand même très léger. Les dés, ensuite les 6 plateaux de joueurs, vous aurez donc votre moteur, vos freins, vos roues et je crois etc. Bref, il y aura vraiment un aspect de simulation assez poussé, on aura aussi les arrêts au stand, on aura aussi la voiture balai, enfin la sorte de voiture qui entre en jeu lorsqu'il y a un accident, ça pourra notamment arriver via différents événements qui pourront entrer dans la danse en cours de partie, comme une sorte d'accident technique, ou justement l'appel de voiture de sécurité par exemple, etc. Les conditions climatiques vont aussi avoir leur impact, vous les voyez peut-être d'ailleurs, ils sont voilà, ici sur le plateau directement, on aura certainement je pense, à vérifier quand même, mais je crois qu'on aura une carte différente à aller ajouter sur un emplacement, et qui nous donnera la météo pour l'ensemble de la course, pour les différents tours que vous serez amené à faire sur le circuit en question. Ensuite, on aura différents tokens, notamment sur ce qui est des réparations nécessaires, puisque lorsque, par exemple, il y aura un impact avec une autre voiture, eh bien, ça viendra endommager votre voiture, certains éléments de votre voiture. Ensuite, les cartes de pilote que vous voyez ici avec Samuel Martin, Paul Wallace, Ralph Fisher et Adrienne Piaget, la seule pilote avec un double E du coup à la fin de ce jeu apparemment. Et il y aura aussi une petite dimension asymétrique, comme vous pouvez le voir ici, chacun d'entre eux ayant bien une sorte de compétence particulière et asymétrique qui n'est pas inintéressante. Ensuite, on aura aussi des tokens de DRS pour l'aspiration. Ensuite, tout un tas de tokens divers et variés. Ensuite, des cartes de team, donc d'équipe en fait, simplement, pour la gestion, j'imagine, des stratégies qui, là encore, vont avoir un petit degré asymétrique, etc. On aura aussi les tokens de qualification, je ne sais pas très bien à quoi ils servent pour le coup. Et on aura aussi, vous le voyez, des bot cards, donc ce qui veut bien dire qu'il y a une IA.
et qu'on pourra y jouer par exemple à 2 joueurs plus 2, 3, 4 IA par exemple pour aller et bien simplement ajouter encore plus de participants même si certains d'entre eux seront fictifs. Ce qui m'amène à penser pourquoi pas de mode solo, puisque là on le voit ici, 2 à 6 joueurs, ça laisse entendre qu'il n'y a pas de mode solo. Et en même temps, on nous propose des IA, des bot cards, donc ça devrait pouvoir être jouable en solo. Peut-être qu'on verra un peu plus bas que finalement il y a du 1 à 6 joueurs également, on verra. Ensuite, je vous présente également rapidement les extensions avec les circuits supplémentaires. Également quelques petits trucs assez intéressants en termes de gameplay. Je l'ai dit tout à l'heure, en termes de gameplay, on est sur une simulation assez qui se veut être assez réaliste, mais avec des dés pour faire la progression. Mais on a aussi ces fameuses cartes que vous voyez ici, avec une sorte de grillage dessus, qui vous permettront de prendre en fait la courbe idéale en fonction des virages sur lesquels vous vous trouvez. Et lorsque vous allez atteindre une case concernée par ce genre d'emplacement, eh bien vous allez avancer plus vite, vous allez avancer de 2 cases d'un coup. Par exemple, là, vous voyez que les 2 voitures partent à égalité, mais la vert prend l'avantage, car elle passe justement sur ces fameuses cases. Et pour ce faire, eh bien, il faudra utiliser un mouvement de dés pour pouvoir se déplacer en latéral également. Ensuite, ici, vous voyez les différentes caractéristiques de votre moteur, de votre frein, etc. Donc il faudra gérer tout ça pour éviter la surchauffe, etc. et éviter les arrêts trop nombreux au pit stop. Donc, comment ça s'appelle déjà en français, les pit stops? Les stands, voilà, simplement, c'est même pas du français, etc., etc. On continue. Alors, justement, le pit stop avec apparemment un petit mécanisme d'enchère également. Ça, j'ai pas très bien compris, j'ai pas fouillé plus que ça, mais une sorte de mécanisme d'enchère. À les creuser, mais ça, c'est le truc qui me semble un petit peu étrange sur le principe, mais j'ai pas fouillé plus que ça pour être tout à fait honnête. Ensuite, la météo qu'on envoie ici. Est-ce que ce sera une carte ou est-ce que ce sera à chaque fois la même chose pour le même circuit? Je ne sais pas. J'imagine que c'est une carte différente à chaque fois, ce qui permettra d'avoir une rejouabilité un peu plus conséquente. Avec donc bien évidemment son impact direct sur l'adhérence par exemple du circuit. On aura parfois des têtes à queue, ce qui pourra aussi amener à avoir la voiture d'accident. Enfin, j'ai mentionné son nom tout à l'heure, mais j'ai perdu la voiture de sécurité. Voilà, on va continuer maintenant avec les extensions que je mentionnais tout à l'heure. On voit ici le US Grand Prix, on voit le Great Britain Grand Prix, et ensuite on voit d'autres circuits qui seront donc inclus dans des extensions. Ici l'Italie, ici Monaco, son célèbre circuit casse-gueule, l'Espagne, la Chine, l'Allemagne, le Brésil, mais pas la France. Bon, il y a Monaco, certes, mais pas la France. Ensuite, donc les pledges. On a donc le pledge de base à 65 € pour donc 2 circuits plus tout le matériel que vous avez vu tout à l'heure. Et ensuite pour le World Championship, donc le pledge avec les extensions de circuits supplémentaires, 130 €. Donc ça passe du simple au double pour avoir uniquement des circuits supplémentaires. Alors quand je dis uniquement, c'est pas tout à fait exact, puisque je crois que les stretch goals sont peut-être pas disponibles dans le... Ouais, c'est ça. On n'a pas le stretch... Ah si, excusez-moi, j'ai dit une connerie. All unlocked stretch goals, y compris pour le pledge de base. Donc du coup, c'est bien le double pour avoir du coup 6 circuits supplémentaires, 3 plateaux, puisque c'est du recto-verso. 3 plateaux pour 65 €, ça sent un peu le foutage de gueule, soyons honnêtes. C'est dommage parce que ça a l'air d'être un jeu relativement intéressant, qui a l'air d'être prometteur en termes de jeu de course. Je suis pas du tout amateur de F1 ni de cyclisme, mais j'aime beaucoup les jeux de course. Du coup c'était intéressant, mais là vraiment le prix du plateau c'est complètement pété, quoi. Donc soyons honnêtes, non quoi, simplement. Ensuite, Sponsor Team, 250 € pour avoir la même chose, plus des miniatures pré-peintes, pas particulièrement jolies pour être tout à fait honnête, plus éventuellement le petit côté mécénat de ce pledge hyper cher, c'est d'avoir votre nom sur un coin du circuit. Voilà, c'est pas un grand intérêt, mais bon, ça a le mérite d'exister. Ensuite, pour ce qui est des add-ons, vous pouvez prendre les plateaux de circuit en plus via des petits add-ons. Par exemple ici Chine et Italie pour 25 €, même chose pour Monaco Espagne, même chose pour Allemagne Brésil. Ensuite vous pouvez prendre des sets de dés supplémentaires pour éviter d'avoir à vous les passer d'un joueur à l'autre à chaque fois. Et puis vous pouvez prendre aussi les miniatures pré-peintes, mais bon elles sont pas spécialement très jolies pour être tout à fait honnête. Ensuite, pour ce qui est de la timeline, rapidement, ça devrait arriver courant novembre 2023, plus les éventuels retards bien évidemment. Et pour ce qui est des frais de port, vous avez ici le tableau récapitulatif avec pour le Canada 24 plus 3 plus 0 pour éventuellement les add-ons complémentaires. Pour la France 12 plus 2 plus 0 pour les add-ons, donc ça c'est relativement abordable. C'est vrai qu'en termes de frais de port c'est quand même pas cher du tout, mais en même temps c'est juste à côté de la France. Belgique 16 plus 1 plus 0, Suisse 17 plus 3 plus 0.
Et puis pour le reste du monde, eh bien please ask. Donc voilà, il faudra simplement demander, par exemple pour nous qui sommes au Japon ou en Indonésie par exemple, il faudra simplement demander des informations complémentaires directement. Et c'est maintenant qu'on y arrive, c'est quand même dommage d'y arriver en tout bout de campagne, alors que ça pourrait intéresser pas mal de monde, c'est le fameux mode solo. Alors pour l'instant, ils nous disent que pour le moment, Pole Position n'a pas de version solo. L'équipe de développement est en train de travailler sur un potentiel mode solo, mais ils ne promettent pas qu'il sera disponible dans la version livrée à terme. Pour l'instant, ils bossent dessus, mais si le mode n'est pas suffisamment satisfaisant selon eux, eh bien il n'y aura pas de mode solo et c'est tout. Mais ceci dit, on a vu qu'il y aura donc des bots, donc des intelligences artificielles, pour pouvoir jouer à plusieurs avec des IA. Mais c'est vrai que du coup, on pourrait se dire que si on peut implémenter des IA pour une partie à 2 joueurs, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'y jouer seul, en fait, simplement. D'ailleurs, il nous ajoute ici un petit paragraphe supplémentaire en anglais pour toute personne qui, en attendant la complétion, j'imagine, du mode solo, voudrait malgré tout jouer seul, eh bien, notez que le jeu sera accompagné de bots, donc d'IA, et qu'ils pourront être utilisés dans ce mode de jeu solo. Donc pour l'instant, on n'a pas de mode solo, mais on aura une sorte de, de remplacement du mode solo en la personne de ces bots qui pourront être utilisés. Mais bon, tout ça est un petit peu flou pour être tout à fait honnête pour l'instant. Voilà pour ce qui est de Pole Position, The Ultimate Racing Game, 265 backers pour l'instant, c'est relativement léger pour être tout à fait honnête, 25 jours avant la fin de la campagne, 28 000 € d'engrangés, mais bon, c'est vrai que les circuits, le 2 circuits à 30 € de plus, c'est quand même particulièrement cher pour être honnête. Enfin bon, on verra au final ce que ça donnera pour Pole Position, qui pour le coup n'est pas en pole position cette semaine, mais qui font quand même un relativement bon résultat et le projet est déjà financé. On termine cette semaine avec Arabella, un jeu en roll and write dans un univers 18xx. Pour ceux qui ne connaîtraient éventuellement pas les 18xx, ce sont ces fameux jeux dans lesquels on va construire des lignes ferroviaires au 19e siècle, d'où l'intitulé 18xx. Il y en a dans tous les pays, il y en a dans plein de villes, vous avez des 18xx Kyoto, vous avez des 18xx California, etc., etc. Bref, c'est vraiment un style de jeu de niche qui n'est pas forcément très grand public, en même temps de niche, je suis un petit peu redondant en disant ça, mais pour le coup ça se montre encore une fois via cette campagne GameFound pour Arabella, 4 910 € d'engrangés et seulement 131 backers, c'est loin d'être suffisant, puisque pour l'instant vous le voyez, 14 000 € pour le seuil de financement, on en est quand même assez loin, on est près au tiers, un peu plus du tiers du seuil de financement. Ceci dit, il reste un mois pour se pencher sur son sujet, donc ça devrait être suffisant, mais c'est vrai que pour l'instant le succès n'est pas au rendez-vous malgré l'attrait du chaton, parce que vous n'allez pas me dire qu'ils ont mis un chaton pour autre chose que pour l'attrait que ça peut avoir chez certains backers qui adorent les chats. J'y crois pas, parce que honnêtement il n'y a aucun intérêt à aller ajouter des petits chatons partout, tout mignons, dans un jeu de construction de lignes ferroviaires hyper aride visuellement. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez space. Là d'ailleurs je remarque qu'on est en Finlande apparemment, parce qu'on voit Tallinn, on voit Haapsalu, Virtsu, etc. Je vois qu'on est en Finlande pour ce plateau. Est-ce qu'on aura d'autres plateaux? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu en roll and ride, donc un jet de dés vous permettra d'avoir accès à une action qui vous permettra d'aller donc effectuer différents tracés sur une carte centrale pour avoir donc différents tracés, différentes lignes ferroviaires pour relier différentes villes. D'ailleurs vous voyez que l'illustration ici qui permet de rejoindre Tallinn avec Paldiski est vraiment pas très efficace. Mais bon, c'est une question de timing des dés, des actions, j'imagine. Ensuite, on aura aussi des tuiles représentant des trains, mais vraiment, vous allez voir de toute façon assez rapidement, je suis vraiment pas du tout connaisseur en jeu de 18xx. Je sais que c'est une niche qui, malgré tout, a son public, assez fidèle, mais c'est vraiment pas un type de jeu qui m'attire outre mesure. Pourtant, j'habite au Japon, le pays des aficionados de train par excellence, mais j'en ai strictement rien à faire, voilà, pour rester tout à fait poli. On aura apparemment 50 pages double face de maps utilisables dans le jeu. Est-ce que ce seront toujours des maps de la Finlande ou est-ce qu'il y aura d'autres pays, d'autres villes? Je ne sais pas. Ensuite, pour le reste, je passe assez rapidement parce que je ne suis pas connaisseur, même si au-delà de ça, ça reste un jeu en roll and write. Vous jetez un dé et le résultat vous donne une action. C'est relativement classique, mais c'est assez peu vu dans les univers de 18xx. Pour ce qui est des prix, Arabella, une copie du jeu, 40 € au lieu de 50 en boutique si un jour il atteint les boutiques, ce qui n'est pas garanti, ou un pledge groupé à 4 copies, 160 €.
c'est exactement la multiplication par 4 en fait tout simplement. Il n'y a pas de ristourne particulière si vous prenez un pledge groupé, si ce n'est peut-être pour les frais de port. D'ailleurs, en parlant de frais de port, c'est ici que ça se passe, 16 à 20 euros pour l'Union Européenne, 25 euros pour le Canada, 35 euros pour le reste du monde, et pour ce qui est de la TVA, ce sera dans le Pledge Manager qu'il faudra l'ajouter. Et ma foi, c'est tout pour Arabella, c'était très court, mais en même temps je suis pas très féru de jeux en 18xx, et de toute façon c'est une campagne qui pour l'instant ne se porte pas très bien, même s'il reste un espoir que le jeu atteigne son seuil de financement, vu qu'il nous reste quand même encore un mois avant la fin de la campagne. Et du coup, c'est tout pour le menu crowdfunding de cette semaine. Vous l'avez vu, c'est quand même relativement léger. Je suis à 45 minutes d'enregistrement. Entre-temps, je suis allé changer une couche. Donc normalement, avec le montage, ça doit faire environ une trentaine ou 35 minutes peut-être. On verra bien. Et bien donc ma foi, comme je le disais tout à l'heure en tout début d'émission, c'est le dernier menu crowdfunding de 2022, l'occasion pour moi de vous remercier à nouveau de m'avoir suivi pendant toute cette année de menu crowdfunding, ou pour les quelques semaines précédentes pour ceux qui viennent d'arriver éventuellement. On a eu pas mal de nouveaux arrivants grâce à la review de Unconscious Mind notamment, on en aura d'autres dans les mois à venir bien entendu, on l'espère, on en a déjà un en proto que vous entreapercevez brièvement ici, mais on en parlera plutôt en février. Quoi qu'il en soit, merci à tous de m'avoir suivi encore cette année. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, même si c'est pas la semaine où on aura le plus de vues, hein, soyons honnêtes, soyez tout à fait logique, je ne vous blâmerai pas pour ça. Entre temps, si on ne vous revoit pas entre temps, ce qui est pas impossible, et je pense qu'on aura certainement encore une ou deux vidéos avant la fin de l'année, mais si je ne vous revois pas entre temps, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année bien évidemment, et puis passez du bon temps en famille, jouez bien également, mangez bien mais pas trop, portez-vous bien, et à la prochaine, voire même à l'année prochaine.